J'ai le grand plaisir d'appeler maintenant autour de cette table Armando Balanosta, ici au premier rang, ainsi que Ernie Fata, qui est avec nous, et Albana Krasniki Malaj, qui va nous rejoindre par Zoom depuis quelques minutes, je crois, qui va prendre la parole, qui est malheureusement retenue à l'étranger, mais qu'on accueillera tout à l'heure. Comment ça en République démocratique du Congo, c'est juste. Alors, vous avez au pays, rejoint l'Ukraine, 2018. Non, j'ai quitté le Congo à 2011. Ouais. Et alors, comment s'est passé ce parcours? En fait, vous êtes arrivé en Ukraine en 2018, c'est juste. Hein. 11 en Ukraine, mais c'était juste pour les études, une chose. C'est après, pour tu n'as pas fini les études, qui m'aidait sur le truc comme ça, je devrais continuer juste avec le foot. Et le foot, je suis au foot et je fais aussi la musique. J'ai commencé à faire à la fois parce que je voulais le faire. Et en 2008, il y avait des élections. Et puis là, il voulait ça. Et mon père avait un service qui manifestait après une pulsion sur mon fils et sur son fils. Et c'est bon, c'est mieux aussi. Et je suis très vraiment révolté. Il a une chanson et et assez bon. La chanson. Ça est parti vite. Donc, tout le monde est écouté, ça sert à pas reprendre. Et à ces moments-là, je commençais à avoir avec quelques autorités. Donc, oui, tout le monde m'aime bien. Et voilà, je commençais à faire le truc de réfugié En Ukraine. Et évidemment, l'Ukraine, vous l'avez quitté récemment. Ouais. Vous êtes arrivé à Genève cette année encore, en 2022. Ouais, c'est dur. J'ai l'impression que ma vie, je change de vie comme si je changeais de bus. Terre d'accueil, content et c'est dur, mais dit aussi Nicolas Bouffier, ouais, je sais pas ce motif. Il est là, il s'est suffi à lui-même. Moi, on peut le faire, mais c'est le voyage qui me fait défait. Moi, je ne savais pas que ça allait durer, je ne savais pas que ce voyage durerait aussi longtemps. Et lorsque la guerre a commencé, en fait, on était avec mon frère, genre, c'était 4 heures du matin. Et j'ai dit à mon frère, ça sert à rien de prendre valise. Moi, juste dans le sac, et qui peut-être le aussi. Parce que le meilleur moyen de voyager, c'est de voyager léger. C'est à ce moment-là, c'était pour 5 minutes, et c'était pour 5 jours, 6 jours, et rentrer. Maintenant, c'est comme une éternité là. Une éternité à Genève, en New Jersey, on s'est déjà parlé de fêlure, l'exil, la fêlure, cet arrachement. Ça, vous l'avez eu plusieurs fois. Ouais. Ouais. Donc, c'est dur. Et je crois que c'était avant-hier, j'ai posé avec une amie ukrainienne, elle est maintenant en Allemagne. Et après, elle m'a appelé, elle m'a dit, c'était dur pour toi. Je sentais que je sentais quand j'étais en Ukraine. C'était dur comme ça. Moi, je connaissais personne avant. Je ne parlais pas la langue avant. Et j'étais censé vivre. Elle aussi, il m'a encore vu ça en Allemagne. Et elle m'a dit, comment tu fais? Moi, j'ai dit, ouais, je suis avec 5 de 10 ans. C'est pas rentré. Je vais parler de ta famille. Personne de son pauvre gré. C'est comme ça. Non, je bien, je quitte ma famille et je pars ailleurs. Voilà. Et là, aujourd'hui, où est-ce que vous êtes logé? Quels sont peut-être
les grandes préoccupations que vous avez aujourd'hui même? J'étais à Genève, je suis dans un hôtel. Le service général m'avait demandé de chercher un appartement. Et comme je suis à l'hôtel, c'est un hôtel où on a logé des Ukrainiens. Pour le moment, je suis encore là. Je commence aussi mes études ici à l'université de Genève avec euh, Conscience politique, hein. ouais. Et donc, voilà, je suis encore là. Et je me contente de vivre comme je les vois, même si c'est dur de vivre comme je les vois. C'est dur que s'adapter. En fait, moi, je suis quelqu'un qui c'est déjà de barrière, j'aime pas discuter, donc de base, je vais toujours vers lui. Voilà pourquoi là maintenant je m'en sors quand même parce que je fais la musique avec mes artistes. Mais c'est difficile, il faut apprendre à vivre comme les gens ici parce qu'on vient d'arriver, donc ça se fait pas comme ça. Sentez-vous, est-ce que vous avez envie de faire votre vie? Ou est-ce qu'il y a derrière la tête cette idée qu'un jour, il y aura le retour? Mais le retour, Ouais, c'est ça, c'est la certitude. La certitude, là, la peur du lendemain. Et je vais déjà changer des endroits, me permet un peu de réfléchir et de dire, je ne peux pas. Il y a un moment où je n'arrive pas à décider pour ma vie. Comme si c'est la souffrance ou l'expérience qui en décide. Parce que là, maintenant, je ne savais pas que j'allais être là. Il faut partager ces témoignages, faire. Je ne savais pas, mais tu vois, c'est une petite voilà. Et tu vois que c'est la vie qui ont décidé. Et moi, je fais avec, autant que ça n'arrive pas de vivre, que avec les richesses, maintenant, c'est sa vie. Donc, ça n'arrive pas de vivre, alors on va se mettre avec elle. Voilà, et je ne sais pas combien de temps encore il va rester ici. S'il faut encore que je change de terre, vas-y, mais je pense d'être là et s'intégrer sur tout ça. C'est case. demandant d'avoir partagé avec nous ce témoignage. On est avec nous à Fata, c'est un réfugié, c'est arrivé en 91, je vais vous donner voilà un micro qui est allumé. Vous aviez 9 ans à l'époque. Non, non. Mais on leur fait arrêter de dire des chiffres. C'est que je vois des questions. Non, j'avais 27 ans, je suis à Suisse. C'était en 91. Ouais, je sais pas, je dis, Ouais, merci. je sais pas si c'est pas, je n'ai pas, j'avais quitté l'Afghanistan, quelle raison? L'Afghanistan, ça fait 43 ans que la guerre continue, puis l'insécurité, c'est invivable. On ne peut pas être obligé de quitter l'Afghanistan clandestinement parce qu'il était persécuté à l'époque par le régime politique. Et ensuite, c'était vendredi. Surtout que la sécurité était vraiment détériorée. Même à Kaboul, il y avait pas de sécurité, il y avait des rebelles qui étaient bombes un peu partout, tout le temps. Et puis un jour, j'ai eu un roquette qui est tombé à 100 mètres à moi. Dès que j'ai entendu le bruit de roquette dans l'air, je me suis mis par terre. Et j'ai senti des dérivés de roquettes, des snipers qui étaient un peu partout. Je me suis levé, j'ai vu que plein de gens qui étaient debout, ils étaient tombés. Ils avaient des bouts de roquettes. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter l'Afghanistan. En 90, c'était en 90, je ne me trompe pas. C'est moi qui Non, mais ça, c'était à ce moment-là, c'était ouais, 89, 89, j'ai avec ma femme.
Oui, à l'époque, j'étais célibataire. Avec un membre et mes frères et sœurs, j'ai quitté l'Afghanistan pour Peshawar, et ensuite, en 91, on a rejoint dans le cadre de notre familial mon papa qui habitait déjà ici. Et alors, comment se sont passés premiers mois ici? Il y a eu une phase d'études, hein, quand même. Il a fallu écrire un certain nombre de papiers, de diplômes. Oui, oui, certainement. Heureusement, quand je suis arrivé, je n'avais pas, disons, ce problème d'un migrant, un réfugié irrégulier, quoi. Donc, j'étais déjà accepté pour venir en Suisse. Donc, c'était régulier quand je suis arrivé en Suisse. Donc, après, on a fait des démarches de s'intégrer, disons, dans les écoles, apprendre la langue. Puis après, j'ai fait l'école de commerce. L'école de commerce, donc, la vie professionnelle aussi. Maintenant, Oui, ça, c'était encore, oui, c'est vrai. Là, voilà, que je mis de mon dossier, l'exigence était l'allemand, pas l'anglais, et j'étais vraiment occupé dans ce sens. Deux fois, une fois par mois, ma journée, le téléphone, à la langue. et vous avez quand même réussi à faire votre vie ici, malgré. Oui, oui. Mais vous vous racontez l'anecdote, disons, quand on arrive dans un pays tiers, en tant que réfugié ou migrant, c'est pas facile. C'est pas facile, il faut s'intégrer, et puis, comme elle a dit tout à l'heure, dans ce qui sauce, quand on a un épisode, il y a des éléments, tout ça. Je l'ai senti, on m'a sorti ça, on m'a dit, monsieur Fata, pourquoi vous êtes venu en Suisse? C'était avec les nouvelles cas. Et avec les Suisse. Ce genre de choses d'un employé ou d'un fonctionnaire d'État, c'était flagrant, quoi. Mais c'est normal. Ça fait une sens. Ça m'a fini là. Puis j'ai dit, moi, je ne vais pas quitter la police pour, disons, d'être humilié par ce genre de propos. Je ne peux pas pour réussir. Puis finalement, j'ai eu quand même 7 ans de travaux à des contrats à durée déterminée, 6 mois, 8 mois, un an, et puis après, je me suis postulé pour un travail ici à Genève en l'an 2000. C'est là que j'ai trouvé la tranquillité, un travail stable. La naturalisation suisse. Oui, c'était aussi ça correspond à son parcours. Et puis, c'était en 2007, je me suis naturalisé. Maintenant, ça fait bien 4 ans. Je suis naturalisé. Je suis suisse. End of story. Non, pas vraiment. Pas vraiment la fin de l'histoire, c'est le début de quelque chose. Bien sûr. Donc voilà, j'ai fondé ma famille, j'ai des enfants, j'ai un travail, je vote. Et un mot quand même sur ce qui se passe en Afghanistan en ce moment. On a vu, c'est vrai, il y a quelques mois, ces images de la prise par les talibans de Kaboul. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est quoi cette histoire qui se répète? C'est vraiment désolant. Désolant de la part de la communauté internationale, surtout à leur tête, les États-Unis. Parce que les États-Unis, à mon avis, pas seulement à mon avis, à l'avis de la population afghane, les États-Unis, je ne sais pas pour quelle raison, il s'est retiré brusquement, disons, jeter la population, 40 millions de la population, il l'a jeté comme un appât devant des sauvages. Donc, les talibans, tout le monde a gagné, donc c'est la deuxième fois, je ne sais pas. Mais les États-Unis, il a une grande part de la responsabilité dans cette histoire. Et puis, il a même dans le public que cette guerre, ça fait 43 ans que ça dure, et cette guerre, il n'est pas une guerre des armes.
Je vous assure, moi, je connais, je suis vraiment à fond dans la politique afghane, je suis et je regarde, je sais qu'est-ce que c'est. C'est une guerre par procuration sur le slogan on a chevelu le slogan dans l'Afghanistan pour faire leur guerre. C'est pas notre guerre, c'est pas les Afghans qui battent, c'est les puissances mondiales qui se battent en Afghanistan, ils ont choisi leur terrain de guerre. Merci beaucoup, Abdel Fattah. On va rejoindre Albana Krasniki-Malaj par Zoom. Est-ce que vous nous entendez, Albana? Parfaitement, je vous entends très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez, vous? Bien sûr, on vous entend. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on a entendu ces témoignages, on a entendu ces discours. J'ai envie, parce que vous êtes non seulement une réfugiée, mais pas vraiment. En fait, vous êtes une migrante, vous êtes arrivée à Genève comme étudiante. Racontez-nous votre arrivée à Genève et ce que vous inspire ces premiers témoignages. Parce que vous êtes une femme très engagée aussi dans la cité, on vous connaît. Vous n'êtes pas loin d'une femme politique, mais non, vous je ne suis pas pas une femme politique. mais vous êtes très engagée pour la cité, en tout cas. Non, je ne suis pas une femme politique parce que je fais de la politique du matin au soir, mais je n'ai pas d'engagement politique partisane. Et je ne sais pas si je suis une migrante. Parce que ça fait 30 ans que je suis à Genève. Je me vois toute petite sur mon écran ici dans mon pays natal, sur l'écran de mon ordinateur, et je ne sais pas comment j'apparais là, mais... Pardon? C'est en grand, oui. Je suis en grand, donc du coup, je suis en grand dans le pays qui m'a fait grandir. Et je suis suissesse depuis une vingtaine d'années et je revendique cette appartenance suisse genevoise de surcroît qui est très, très importante. En même temps, il habite en moi des sentiments de déchirure, d'abandon, de manque de loyauté, etc., qui m'habitent depuis le départ, il y a 30 ans de cela, de l'Albanie natale. Je suis partie de l'Albanie en tant qu'étudiante, donc je n'ai pas le parcours tragique de mes prédécesseurs, mais je suis venue comme étudiante en Suisse. Ceci n'enlève en rien à la douleur et à la souffrance de devoir quitter son pays pour aller dans un pays qu'on ne connaît pas. Et moi, je quittais un pays communiste. Je n'étais jamais partie de l'Albanie. C'était la première fois que je prenais Swissair, l'avion, pour venir de Tirana via Zurich jusqu'à Genève. Je vous fais part un peu, peut-être ça peut paraître anecdotique, mais je vous fais part de mes sensations, de mes premières sensations. Il y a dans mes narines encore l'odeur des parfums des femmes qui attendaient le bus, alors que le parfum que je sentais dans mon pays pauvre, je dois dire, c'était le parfum du savon et pas de ces fragrances délicieuses de parfums différents. J'ai le sentiment venant d'un pays où l'église et la mosquée se croisent dans la rue en face à face. Je viens mais sans aucune connaissance parce que la religion était interdite dans mon pays. Donc, j'entrais les dimanches matins à l'église de Cornavin parce que c'était le seul lieu que je connaissais. Je ne connaissais personne. Je n'avais absolument pas de réseau et donc j'entrais à l'église de Cornavin pour passer quelques heures au chaud et puis voir les gens, les peu de gens qui défilaient, etc. Petit à petit, je dois avouer que j'ai fait du droit au départ et je dois avouer que j'étais complètement déboussolée dans cet auditorium. D'abord, c'était au Bastion et puis après, j'ai eu la chance de suivre, je suis parmi les premières générations à Unimail, donc de suivre les cours à Unimail. Et on faisait du droit constitutionnel. Je partais d'un pays de dictature communiste où le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le judiciaire, tout était le seul parti qui dirigeait la vie du pays. Et moi, on me parlait de droit constitutionnel et j'étais complètement déboussolée aussi par cela.
Donc, je pars des odeurs, je pars de l'isolement et je parle de cet afflux d'informations académiques, mais pas que, qui était totalement hors de ma portée de compréhension dans un premier temps. J'ai commencé à comprendre tout ça seulement quand j'ai commencé à me faire un cercle d'amis et ce n'était pas très facile, ce n'était pas chose facile. Et en droit, en plus à Genève, on ne peut pas se faire vraiment très vite des amis. En tout cas, de mon temps, peut-être que maintenant les choses ont changé. Et du coup, j'avais la chance de parler déjà le français parce que j'avais fait déjà une licence en linguistique comparée en français en Albanie, à Tirana, et j'ai très vite trouvé du travail en tant qu'interprète à l'Office fédéral des réfugiés. Là, je me suis confrontée à d'autres réalités. Je me suis confrontée à la politique restrictive, assez restrictive à l'époque du pays d'accueil, donc de la Suisse, de la souffrance des réfugiés que j'accompagnais et moi-même sans aucune supervision, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de supervision pour les interprètes. Et j'ai des séquelles de cette époque encore maintenant, de la souffrance que j'ai entendue sur les bancs des auditions qui se faisaient à l'ODR de l'époque. Après, en 2008, j'ai eu le poste, j'ai parcouru plusieurs postes en classe d'accueil comme enseignante, etc. Et donc, en 2008, j'ai été nommée directrice de l'université à l'époque populaire albanaise. Et là aussi, j'ai pu comprendre les choses différemment. L'université populaire albanaise a été créée par des Suisses avec des Albanais, mais sans la présence des Suisses, cette université n'aurait jamais pu voir le jour. Il y avait Willy Leuenberger qui était le fondateur, il y avait Guy-Olivier Segon qui était à l'époque conseiller d'État, pardon. Et donc, du coup, je me suis dit qu'en tant qu'étrangère, je ne peux pas avoir ma place en restant parmi dans des liens communautaires, mais absolument dans cette mixité, dans côtoyer des Suisses. Et ce n'était pas évident, ce n'était pas facile, parce qu'il fallait créer des liens de confiance. On ne connaissait pas ma culture, je ne connaissais pas vraiment la culture suisse, genevoise, etc. Et donc, du coup, c'est un chemin, c'est un processus, et je ne suis pas sûre, même si je suis genevoise, je ne suis pas sûre d'avoir parcouru tout ce processus jusqu'au bout.